Bien, mesdames, messieurs, chers amis, d'abord pour me féliciter de cette journée qui a été, je pense, passionnante et vraiment avec des interventions toutes très passionnantes. Et je voudrais évidemment remercier les organisateurs et en particulier l'Agence de l'eau. Je voudrais dire aussi un mot, comme ça a été souligné par plusieurs participants, sur l'importance du système des agences de l'eau dans la politique de l'eau française. Je crois que c'est vraiment un système à préserver. C'est vrai que j'ai eu l'occasion à très nombreuses reprises dans ma activité professionnelle, qui commence à être longue, de les aborder. Je rappelais à votre directeur depuis le contrôle de la Cour des comptes il y a une vingtaine d'années sur les agences de l'eau, en passant par le fait que j'étais facilitateur de la conférence environnementale il y a 2 ans sur l'eau. Et à chaque fois, je crois qu'il y a eu unanimité des acteurs pour considérer à quel point les agences de l'eau étaient un outil essentiel dans notre politique de l'eau et évidemment à préserver. Je vais être assez court parce que vous avez déjà entendu beaucoup d'interventions et voilà, je pense qu'en fin de parcours, il vaut mieux être court en retenant vraiment ce qui me paraît essentiel. Je vous dis simplement un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la Fabrique écologique, qui est une fondation qui a 3 caractéristiques: pluraliste et transpartisane, donc avec à la fois des représentants du monde de l'entreprise, d'ONG et des responsables politiques de toute formation politique, qui fait des travaux qui se veulent, et je crois qu'on y arrive, extrêmement sérieux et rigoureux, sur toute une série de sujets, dont font partie toute une série de sujets qui ont été abordés aujourd'hui, et qui enfin articule un travail d'experts à un travail collaboratif. C'est une fondation tout à fait ouverte, et donc si vous souhaitez y travailler, venir nous rejoindre, n'hésitez pas. Nous avons un site, lafabriqueécologique.fr. Notre actualité aujourd'hui est la publication d'un livre que nous avons sorti il y a quelques jours et qui s'appelle « Pourquoi attendre ? Innover pour le climat ». Et à cette occasion, nous avons d'ailleurs financé un sondage qui vient de sortir hier, qui est paru dans le Nouvel Observateur, et qui est très passionnant et qui nous concerne tous ici, parce qu'il montre que nos concitoyens ne croient pas finalement beaucoup, peut-être à tort, j'en sais rien, aux négociations internationales en matière de climat, mais en revanche considèrent qu'on attend trop, tous collectivement, et qu'il faut agir, et qu'ils sont même prêts et décidés à agir, et qu'ils souhaitent qu'on agisse même si les autres pays agissent pas ou agissent moins, et enfin qu'ils considèrent qu'il faut agir même si ça nous coûte un peu plus cher au début en matière de lutte contre le changement climatique. Donc c'est une incitation à l'action qui est absolument formidable, et ça me permet de passer tout de suite au premier point que j'ai trouvé très marquant dans cette journée. C'est la multiplication des initiatives qui conjuguent écologie et économie en matière de l'eau. Et comme Serge Lepelletier l'a très opportunément rappelé, c'est absolument essentiel pour l'avenir, y compris pour nos territoires, les uns et les autres, d'avoir cette convergence, cette synergie de plus en plus grande entre écologie et économie, et que les initiatives se multiplient. On le sait bien, la bonne qualité de l'eau, ça a été aussi rappelé par Michel Papalardo tout récemment, donne de la valeur aux produits, ça a été démontré par plusieurs intervenants, et peut être décisive pour un territoire. Je voudrais simplement dire la phrase très simple et que tout le monde pense, c'est que, on le sait bien, là où l'eau va mal, l'humain va mal. Et quand l'humain va mal, le territoire ne va pas forcément très bien. Et donc l'eau, de ce point de vue-là, est absolument essentielle, et on voit bien qu'il concerne aujourd'hui de multiples activités économiques qui ont pris conscience de son importance, et des collectivités locales aussi, bien entendu, et que ça, pour l'avenir, pour le présent et pour l'avenir, c'est une nouvelle très, très forte et très importante. La deuxième chose que j'ai trouvée très frappante aussi dans cette journée, c'est l'importance, et à mon avis à juste titre, et à mon avis qu'il faut encore renforcer, de l'impact du changement, de la lutte contre le changement climatique dès aujourd'hui et pour l'avenir dans la problématique eau. On le sait très bien, ça a été démontré par de très nombreux travaux et encore aujourd'hui, on sait très bien il y a un lien extrêmement fort entre la problématique climatique et la problématique eau. Je vous la rappelle en quelques mots, des événements extrêmes dont une très large majorité concerne l'eau, l'élévation du niveau de la mer, les inondations, la sécheresse et des sols arides dans un certain nombre de secteurs, les liens extrêmement étroits, ça a été rappelé, entre l'eau et l'énergie dans les deux sens. Il faut beaucoup d'eau pour produire de l'énergie,
il faut de l'énergie pour produire et distribuer de l'eau, la préservation des biodiversités et des zones humides. Tout ça montre qu'il y a un facteur extrêmement important de lien entre le climat et l'eau, et que, évidemment, il est impératif que l'eau soit prise en charge, et je dirais, et je crois que c'est quelque chose d'important, il est absolument impératif que l'eau dans la prochaine COP21, dont on parle beaucoup, soit et fasse l'objet d'un thème explicite, à la fois dans le texte de l'accord et dans les journées. Je crois qu'il y a une demi-journée qui est prévue sur ce sujet, et je crois que c'est une bonne nouvelle et que c'est extrêmement important et que c'est le début, et que ça doit être le début de quelque chose. C'est d'autant plus important que l'eau, c'est à la fois, et ça a été dit, l'atténuation et l'adaptation. Une bonne politique de l'eau permet d'atténuer un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre. On le sait bien si on développe l'hydraulique, si on diminue les besoins en énergie du secteur de l'eau, si on développe l'agroécologie qui permet des économies à la fois d'eau et de gaz à effet de serre. Et évidemment, on le sait aussi, l'eau est un élément majeur de l'adaptation, que ce soit, et ça a été dit, dans la lutte contre le stress hydrique, et donc l'attention beaucoup plus grande portée à la ressource, que ce soit évidemment pour les inondations ou que ce soit pour l'imperméabilisation des sols. Je prends que ces exemples qui ont été cités au cours de la journée. Il pourrait y en avoir évidemment beaucoup d'autres. Et la troisième idée qui me paraît évidemment essentielle, c'est que pour y parvenir et pour faire en sorte que la politique de l'eau s'adapte à la lutte contre le changement climatique, ce qui est absolument indispensable, nous devons avoir une vision, me semble-t-il, assez claire des conditions de réussite, dont certaines sont aujourd'hui présentes et d'autres sont, disons, davantage à construire. Le premier point, c'est, comme l'a rappelé d'ailleurs très bien Michel Barnier, l'importance de deux facteurs majeurs, la concertation. Je crois que là, en France, on a la chance d'avoir les outils de concertation. Donc, de ce point de vue-là, nous avons déjà des outils en place qui permettent des bonnes concertations. Et ce qui est moins peut-être le cas, la nécessaire anticipation de la prévisibilité de notre politique dans ce domaine. Et reconnaissons que, quand on prend par exemple l'exemple de la gouvernance de l'eau, que ce soit d'ailleurs pour le petit cycle ou pour le grand cycle, on a maintenant nécessité que cette gouvernance se stabilise. Il y a eu toute une série de projets de loi qui ont été longuement discutés, etc., qui d'ailleurs, malheureusement, à mon avis, ne se mettent en place qu'un peu tardivement. Mais il y a absolument nécessité que cette gouvernance se stabilise parce qu'en attendant, tant que la gouvernance n'est pas totalement stabilisée, j'ai un peu peur que chaque acteur soit un peu dans le domaine de l'attentisme dans ce domaine. La deuxième condition de la réussite, c'est évidemment de prendre conscience que les choix d'investissement qui vont être faits dans les prochaines années, et quelqu'un a rappelé ce matin à juste titre l'importance de l'investissement et donc l'importance qu'y compris les collectivités locales puissent continuer à investir, mais moi je pense qu'il est utile dans le même temps de rappeler que les choix d'investissement ne peuvent pas être tout à fait les mêmes aujourd'hui et demain qu'ils le seront hier. On voit bien que, sans nier l'importance, et il faut continuer sans doute à en faire dans un certain nombre de cas, l'importance des grands équipements de lutte contre la pollution, ou d'épuration, ou de canalisation, on voit bien qu'il y a une inflexion forte qui mérite d'être mise en œuvre, d'abord en donnant peut-être davantage la priorité à la prévention des nuisances qu'à leur traitement. C'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à donner une certaine priorité à un système, je dirais, circulaire avec traitement, ce qui, évidemment, est coûteux et peut être coûteux par rapport à un système où on mise davantage sur la prévention des pollutions. Et donc, je crois que là, il y a vraiment une réflexion à mener sur comment aller plus loin dans la prévention des pollutions. Ça a été dit, le deuxième exemple, c'est sur les canalisations et sur l'infiltration directe. Voilà un exemple. Je ne dis pas qu'il faut ne plus faire de canalisation, loin de là, il faut naturellement continuer à en faire, mais c'est vrai que cette logique de faire un peu plus de systèmes d'infiltration directe
est une logique qui devrait progressivement, disons, avancer dans notre pays pour les raisons qu'on connaît bien, et en particulier les raisons de stratégie vis-à-vis des eaux fluviales. J'ajoute que j'ai trouvé passionnant d'ailleurs l'exposé qui a été fait par notre ami, dont je n'ai plus le nom, sur la ville durable. Et je trouve qu'en effet, toutes ces solutions sont tout à fait passionnantes. Sur l'imperméabilisation, sujet que je connais bien parce que je suis par ailleurs élu local, je ne suis pas sûr qu'en termes de coût, le problème soit aussi simple que ça, puisque une surface qui permette l'infiltration, je pense au cours d'école ou aux images qu'il nous a montrées, coûte quand même beaucoup plus cher de surfaces qui permettent l'infiltration dans le sol que de surfaces imperméabilisées. Mais ce surinvestissement vaut très probablement le coup dans un certain nombre de circonstances. Troisième condition de réussite, c'est évidemment l'urbanisme. Je pense que nous avons une nécessité absolue de lier davantage les problèmes de l'eau et les problèmes d'urbanisme. Ça a été montré à de multiples reprises au cours de la journée. Et là aussi, je pense que le sujet est devant nous, tout simplement parce qu'on le sait bien, et moi-même j'avais fait un rapport dans mes activités professionnelles à la Cour des comptes sur ce sujet, on le sait bien, on n'aura évidemment pas l'argent de construire toutes les digues qu'il faut pour se protéger contre les inondations dans l'avenir. On le sait. Bon, donc on a deux solutions. Soit on dit on va continuer à uniquement protéger par des digues, et à ce moment-là, eh bien, on décevra évidemment une partie de nos populations et on risque des situations extrêmement difficiles puisqu'on n'arrivera pas à le faire. Soit on fait un peu autrement en termes de politique d'urbanisme. Et de ce point de vue-là, nous avons, chers amis, et je vous donne mon point de vue, nous sommes assez légèrement, voire même nettement en retard dans ce domaine quand on regarde la bonne application des règles d'urbanisme dans notre pays, le nombre de constructions qui sont encore faites en zone inondable, etc., etc. Je ne voudrais pas défiler les choses, mais je pense que nous sommes de ce point de vue-là en retard. Dernier élément des conditions de réussite, c'est le qui paye. Sujet évidemment toujours le plus compliqué quand on l'aborde. Moi personnellement, j'ai toujours été un partisan acharné de l'eau paye l'eau. Donc je pense qu'il faut s'en tenir là. Il faut peut-être l'appliquer dans toute sa plénitude de ce slogan, de ce beau slogan, le paye l'eau, pas forcément par l'intermédiaire de la facture, mais je pense que, personnellement, si on veut arriver à des choses solides et raisonnables, il faut que le grand cycle de l'eau soit peut-être davantage payé, peut-être pas par le consommateur d'eau, mais en tout cas par ceux qui sont directement concernés par les travaux qui sont nécessaires en matière de grand cycle de l'eau. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, quelques éléments que je voulais vous indiquer. J'ai essayé d'être relativement bref, car je sais que chacun, vous avez vos moyens de transport pour rentrer chez vous, et je vous en remercie.